Et oui, c'est l'heure de se raconter une histoire. Ah, je l'ai manqué. Mon Dieu! Il a fallu que je souffle 2 fois dessus pour l'éteindre. Faut croire que... Oh my God. Et ça, c'est un natural one sur une action vraiment simple. J'avais assez hâte qu'on commence parce que j'avais comme vraiment peur de la cramer au complet du stress constant. C'est dans ces moments-là que tu le veux, le sort de thaumaturgie pour vrai. Hein? Bref, je suis là, puis je fais... Ah, vous voyez pas fumer, c'est pas grave. Non. Donc, hey, merci tout le monde d'être... Ben oui, regarde, c'est l'important. Merci tout le monde d'être là encore ce soir pour ce nouvel épisode de Obélien. Nous sommes rendus maintenant à l'épisode, si je ne me trompe pas, 13. L'épisode porte-malheur, comme on l'appelle, dans le milieu des YouTubeurs. Je sais pas, il semblerait, c'est une légende urbaine. Avant de commencer ce nouvel épisode, je pense que Francis, tu voulais nous dire quelque chose de très important. Yes! Boutique Imaginaire, merci beaucoup à Boutique Imaginaire d'être notre partenaire officiel, l'incroyable Boutique Imaginaire qui a tellement de beaux produits à vous offrir concernant les jeux de société, les jeux de rôle, toutes vos passions, tous vos petits désirs impulsifs. Vous allez visiter leur site web imaginaire.com, là, vous voyez, oh mon Dieu, j'ai-tu besoin de ça? Oui. Fait que là, tu cliques, là, tu l'as facilement. Et surtout, la livraison est gratuite à l'achat de 59$ au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et ils offrent aussi la livraison à l'international. Donc, vous, peuple de l'Europe, si vous écoutez cette commandite-là et que vous dites « Ouais, mais ça s'applique pas à moi, il parle avec un accent québécois. » Oui, ça s'applique à vous aussi. Alors, oui, ça s'applique à vous, les cousins. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, merci beaucoup à eux de croire en Obélien, de croire en ce qu'on fait. On a plein de beaux projets avec eux qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup à Imaginaire de venir à cette série qui s'appelle Obélien. Merci beaucoup. Merci, Francis. Je l'ai vraiment beaucoup senti dans ta voix ce soir. C'est bizarre. Tu étais très émotif. Oui, d'ailleurs, je voulais dire pour les gens qui peuvent se déplacer jusqu'à l'imaginaire lorsque les boutiques vont être réouvertes, je sais pas au moment où est-ce que cet épisode-là va être diffusé. Peut-être qu'on va être rendu à la vague 5 de la COVID. On va espérer que non. Mais dans le cas où est-ce que les boutiques sont ouvertes et que vous êtes comme moi un pratiquant de cet art obscur qu'on appelle les cartes Magic, mais que vous êtes vraiment j'allais dire vraiment un mot vulgaire, que vous êtes vraiment poche dans la conception de vos decks. Ouais. Vous pouvez aller sur place à l'imaginaire, puis eux, ils vont vous conseiller, dans le fond, à builder, construire votre deck. Oui, là, ils vont les conseiller, ils vont être là, ils vont dire « Ah non, tu devrais pas mettre ce gobelin-là, mets plutôt celui-là dans ton deck de gobelin. » Puis là, ton deck va être meilleur. Fait que pour de vrai, mon frère, moi, j'ai pas eu l'occasion souvent, mais je sais que mon frère est allé à quelques fois se faire construire des decks à l'imaginaire avec des conseils pour acheter des cartes à l'unité et tout ça. Et par la suite, il est venu me déconcriffer chez moi avec ces decks bien faits grâce aux personnes de l'imaginaire. Donc, je vous le dis comme ça, en plus d'être un service de feu concernant les disponibilités de ce qu'ils ont en magasin, c'est aussi un service de feu concernant les services conseils en magasin, dont la construction de decks de cartes Magic. Et prochaine fois, je vous jure, et prochaine fois qu'on se voit à la belle, on se pogne aux cartes Magic. Avec nos deck Commander. Exactement. Vous allez m'apprendre. Yes. S'il vous plaît. Oui. Absolument. C'est vraiment, ça rend accro. Donc, avant de continuer, on va sauter sur un autre sujet un peu moins, je sais pas, non, tout aussi passionnant. Félix? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Félix? Je pense que tu voulais dire de quoi? C'est parce qu'il se passe quelque chose de fantastique. Mais ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Il se passe que pendant nos épisodes, il y a un joueur qu'on voit pas. C'est l'ambiance musicale. On le voit pas, mais on l'entend. Puis il fait toute la différence. Et nous, on a la chance, le privilège, que dis-je, la péninsule. Une petite blague, mes amis de théâtre. Non. On a le bonheur de compter sur RPG Music Maker, en la personne de Travis Savoie, qui nous a créé des thèmes sur mesure puis qui nous donne accès à la librairie entière de ces trames musicales, ainsi que Michael Galifi, qui met à notre disposition sa musique, ses trames sonores, qui viennent justement peupler l'univers audio de nos aventures. Et parlant de nos aventures, si vous avez envie de voir le prochain épisode, qui est là, celui-là, mais le +1, puis que vous n'êtes pas abonné sur Patreon, il est déjà disponible. Fou. C'est fou, Braque. Mais oui, merci Félix. Puis d'ailleurs, merci à vous les gars, c'est très apprécié. Mickaël, t'es super sympathique, on s'est jasé quelques fois et Travis, ta moustache est merveilleuse, puis ta robe de chambre aussi est très belle. Oui, parce qu'on parle souvent de l'ambiance musicale, mais
On parle rarement de leur physique. Non, mais à tous les DM que vous écoutez, c'est parce que c'est disponible, c'est gratuit. Ouais. Vous allez sur YouTube, faites jouer ça dans vos games. Exact. Vos joueurs vont capoter. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'ils ont à offrir. Là. Non, pour de vrai, oui. On dirait que je comprends pas. Pour vrai, tu sais, autant Travis, je trouve que ses tunes sont très... Travis, il y a beaucoup plus de musique que Michael. Michael a beaucoup plus de sons d'ambiance. Mais Michael, ses sons d'ambiance, on dirait que je vois jamais le fond. On dirait qu'il y a comme, on dirait qu'il y a 8000 sons d'ambiance. Je n'ai jamais poigné le fond de cette page YouTube. Bref, allez voir ça. Et finalement, avant de commencer en fait la partie, je suis sûr que vous avez super hâte dans ce qu'on commence puis qu'on arrête de parler d'autre chose. Annabelle, je pense que tu voulais me dire quelque chose dans le blanc des yeux. Vas-y, je t'écoute. Ben oui, absolument. Puis je vais même rebondir, en fait, je sais pas en date de l'épisode va sortir, puis je pense que je vous l'avais pas dit à vous non plus, mais je prépare un projet secret avec Travis. Ouais. Je sais pas encore si ça va être sorti quand l'épisode va sortir, mais on travaille là-dessus en ce moment. On en saura plus tard. Moi, ce que j'avais à dire, c'est si les belles surprises de ce genre, ainsi que les autres capsules, de chroniques, le jeu de rôle en général vous intéresse, abonnez-vous à notre page YouTube, abonnez-vous à notre page Twitch et surtout, sonnez la cloche. Et je pense que l'équivalent de la cloche aussi existe sur Twitch. Bref, recevez des alertes pour savoir quand notre contenu va sortir. De cette façon-là, vous n'allez rien manquer de ce qu'on offre et je vous dis, on en offre du stock. Ben, moi, je vais faire appel à l'amour des gens aussi pour rebondir là-dessus. Tu sais, pour vous, c'est de recevoir notre contenu, mais pour nous, c'est tellement gratifiant de voir que la communauté s'agrandit, puis qu'on peut compter sur vous pour écouter notre contenu. Souvent, on se le figure dans des salles de spectacle si vous étiez tous réunis. Puis on a un peu la chienne. Mais à part ça, c'est bien le fun. Il y a un petit track, mais c'est ça. C'est positif. Merci beaucoup, Annabelle. Comme tu le dis si bien, c'est ça. Sonner la petite cloche et la bobinette Chéra, comme le dit si bien Charles Perrault dans Le Petit Chaperon Rouge. Bref, avant de commencer ça, on va écouter une petite intro, le petit intro cool avec nos bonhommes puis tout ça. Puis après ça, on se retrouve après. Et oui, on se retrouve maintenant pour, enfin, l'épisode 13. Ça suffit de niaisage. Mais avant toute chose, petit résumé de l'épisode 12. Les joueurs l'épisode 12, c'est un gros épisode. Ouais, ça a brassé. Ça a brassé pas mal. Oui. Les joueurs, au début de la partie, les joueurs reprenaient un peu leur souffle suite à un combat contre un certain Henri qui était finalement une créature tentaculaire. Ils se sont battus contre lui et ils ont réussi à survivre alors que celui-là même a pris la fuite en quelque sorte. À la fin du combat, ils ont repris leur souffle un peu, maintenant accompagnés de Grimblanc ainsi que de Yubel. Grimblanc étant bien sûr l'enfant Tricrine et Yubel étant un Dragonborn, un enfant de dragon bleu qui tire de l'arc. Nos compagnons sont partis, se sont enfoncés plus profondément dans les souterrains, suivant les conseils de Grimblanc de vouloir aller se cacher, se terrer une place pour se reposer parce que ils sont maganés, sont fatigués, blessés de ce combat-là. Ils avaient besoin de piquer un bon gros somme. Et au courant de leur péripétie, de leur périple, dans le fond, dans les souterrains, ils ont appris qu'il y allait avoir une espèce de rencontre au sommet sur une place publique avec justement Ramal-Sul, Léon le Fauve et d'autres représentants impériaux et ou de l'armée de Ramal-Sul qui allaient faire une annonce publique. Et ils ont réussi à sneaker, à investiguer l'endroit grâce à l'aide d'un gigantesque scarabée que maintenant Nairou peut caler avec son petit outil qu'elle s'est fait donner par les Tricrines. Et ils ont su en espionnant cette rencontre-là que il y aurait une alliance maintenant qui se serait officialisée entre Ramal-Sul, ses forces en place, ainsi que l'Empire sous Léon le Fauve.
et que les personnages joueurs étaient vus comme des criminels qui devaient être arrêtés coûte que coûte, qu'ils étaient au final des agents du chaos qui allaient empêcher ou plutôt fragiliser cette relation naissante entre l'Empire et l'armée de Rabasul. Suite à ça, vous avez continué votre chemin démoralisé, un peu confus face à la situation, et vous êtes allé vous cacher dans un petit on va dire, grotte naturelle où vous avez enfin pu piquer un somme et reprendre des forces, durant laquelle nous avons assisté à une scène où notre cher Alphonse IV a communié et a appris un nouveau sortilège qui est Murdo et qui a discuté avec une entité qui vit à l'intérieur de son ouvrage. Et alors que l'épisode tirait vers sa fin, Nairu, qui étant bien sûr une elfe, a besoin beaucoup moins de sommeil que le reste de son équipe, a pu surveiller les alentours pour être sûr qu'il n'y ait personne qui rentre ou qu'il n'y ait aucune menace, et elle a attendu, et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu une voix plutôt féminine lui parler dans sa tête, une voix qui se proposait de remplacer sa déesse Utis. Et lorsqu'elle a pris conscience que cette voix émanait en fait d'un jeune grain blanc aux prises avec une force mentale qui semblait le contrôler, nous avons terminé l'épisode là-dessus. Il s'en passe des choses, mes amis, dans l'univers d'Obélien. N'est-ce pas? Ça brasse. Ça brasse. C'est pas plate. C'est pas plate. Mais avant toute chose, avant de reprendre à ce moment-là, vous connaissez un peu mes habitudes, vous connaissez mon comportement de début de game, où est-ce que j'aime pouvoir imbriquer un petit flashback en début de partie qui permet d'en apprendre un peu plus sur chacun de nos personnages. Ainsi, cette semaine, nous nous retrouvons bien ailleurs, loin de la faille, loin de cette situation tendue où les joueurs prennent conscience de leur fragilité. Nous nous retrouvons plutôt dans l'Empire. Nous nous trouvons dans l'Empire il y a de nombreuses années de cela. Il y a plusieurs, presque, je ne nommerai pas le temps pour être sûr de ne pas confondre ou peut-être révéler certaines choses, mais... 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, non. Il y a 10 000 ans, Nairu était là. Non, nous nous retrouvons dans l'Empire il y a plusieurs années, vraiment dans les terres adjacentes aux terres centrales, dans un endroit que nous avons déjà visité auparavant. On peut imaginer une grande maison entourée de champs cultivables où de nombreux serfs et serviteurs s'adonnent aux tâches ménagères quotidiennes, ramassant à gauche que ce soit légumes, fruits, récoltant à droite les vignes, nettoyant le chemin, le passage. On est au petit matin en plein cœur d'un été bouillonnant, un été très chaud dans l'Empire où la majorité des gens qu'on peut apercevoir à l'extérieur portent sur leur tête des espèces de grands chapeaux, des grands chapeaux de paille. Et la majorité des individus sont vêtus de toges courtes, très légères, afin de supporter cette chaleur envahissante et désagréable. On est au petit matin. Le soleil commence à pointer à l'horizon et les travailleurs sont déjà à l'extérieur en train de justement de compléter leurs tâches. Alphonse, ça fait quelques temps déjà, quelques années même, que tu as le livre, que tu possèdes l'ouvrage que tu as pris dans le bureau de ton père. Un livre que tu as gardé caché, du moins de tes parents. Peut-être que tu as des frères qui s'en sont rendus compte. Peut-être que ton frère aîné l'a déjà aperçu. Tu as déjà aperçu en train de feuilleter cette espèce de grand ouvrage poussiéreux sur le coin d'une de tes... peut-être sur un des pans de mur à l'extérieur de la maison, à l'ombre, que tu feuilletais frénétiquement. Qu'est-ce qui pouvait s'y trouver à l'intérieur. Et tu as même aperçu déjà depuis quelque temps que à certains endroits à l'intérieur de l'ouvrage, c'était possible de signer des mots comme des lignes vides, des blancs qui permettaient de pouvoir inscrire
clairement des notes, mais aussi des questions. Il y a vraiment des endroits dans l'ouvrage que tu lis en espèce de vieux commun, où est-ce que l'auteur du livre pose littéralement, permet à la personne qui possède l'ouvrage d'écrire des questions à l'intérieur de celui-ci, en espérant probablement y avoir une réponse. Ça a été quoi, tu penses, la première question que tu as posée dans le livre? Probablement que la première question que j'ai posée, ça avait rapport à moi. Alphonse là, est très imbu de sa personne, encore plus quand il était jeune. Fait que c'était de savoir si le livre savait qui il était. Puis j'imagine que les questions qui ont suivi ont été très représentatives du désir puis de l'avidité du pouvoir d'Alphonse. Comment est-ce que le livre pouvait l'aider? Pas tant par rapport à qui est le livre, d'où vient le livre. C'est plus comme qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur lui. OK. Fait que ta première question, ça a peut-être été une question en lien sur ton identité, savoir si le livre était capable de reconnaître qui était. Ouais. Connaissez-vous Alphonse IV de la Fine Plume? Et probablement qu'au moment où est-ce que tu as écrit cette question-là, tu as été stupéfait de voir que dans l'ouvrage, immédiatement, des mots apparaissaient comme si une main invisible inscrivait des termes à l'intérieur. Et au-delà d'être des mots, tu voyais vraiment des dessins d'un arbre généalogique se apparaître, et on pouvait voir ton nom apparaître, ainsi que celui de ton père, celui de ton grand-père, et ça remontait très loin sur des noms que tu as entendus peut-être une fois de la bouche de ton grand-père sur son lit de mort, là. Mais des vieux termes obscurs d'une époque où l'Empire était peut-être pas encore Empire. Et tu vois que cette personne-là, qui te répond dans l'ouvrage, te connaît très bien. Oui. Et ça a été comme ça pendant quelques temps. Tu écrivais des questions, ça te répondait. Tu écrivais des questions et jamais vraiment tu as été déçu de la réponse. Ça a toujours été très clair, ça a toujours été très précis sur des questions autant très philosophiques, autant sur des questions ouvertes qui n'avaient pas nécessairement de réponse définie. La réponse qui apparaissait, tu étais capable de t'identifier à celle-ci, comme si la personne qui écrivait te comprenait très bien. Tu savais définitivement qui tu étais. Et c'est probablement à l'aube de cette journée chaude d'été, alors que les travailleurs commencent à l'extérieur, et même peut-être qu'on pourrait apercevoir ton frère plus vieux qui est déjà dehors en train de gérer les employés, tout ça, et donner des ordres et tout. Tu te lèves de ton lit, la tête peut-être un peu branlante, ta santé fragile de ce petit corps frêle que tu es. Et au moment où ce livre-là ne te quitte jamais, probablement même que tu dors avec, je t'imagine comme l'avoir dans tes bras quand tu sommeilles la nuit, là. Tu l'ouvres à la page où est-ce que tu étais rendu, et à ta grande surprise, cette fois-ci, c'est le livre qui te pose une question. Et tu vois qu'il est marqué « Es-tu prêt? » Je dois me précipiter vers le premier encrier, la première plume que je suis capable de trouver. Puis je réponds dans le livre frénétiquement. Je l'ai toujours été. Au moment où tu marques, c'est au moment même où est-ce que tu termines de faire la dernière courbe de ta dernière lettre, de ton dernier mot de cette phrase, tu as l'impression de sentir sous tes pieds le sol qui devient accidenté, comme si c'était un amoncellement de roches coupantes en forme de triangle, comme si les murs ainsi que le plancher prenaient des diagonales et des tangentes qui ne se peuvent pas dans une géométrie logique. Et autour de toi, tout devient obscur avec une faible teinte de mauve. Tu peux apercevoir
dans le ciel, si tu lèves la tête, des petits flashs de lumière ressemblant comme à des neurones qui s'allument d'une couleur justement violacée. Ça explose, ça fait des espèces de petits... Et tout ce que tu vois, tout ce qui était présent dans ta chambre à ce moment-là, ce qui en demeure, c'est ton encrier, ta plume et le livre que tu tiens dans tes mains. Tu as ton encrier et ta plume qui flottent un peu dans les airs à côté de toi, flottant, défiant la loi de la gravité. Tu peux voir à l'intérieur de ton encrier le liquide noir qui flotte un peu, qui commence à sortir du petit tube vitré. Et loin devant toi, tu aperçois une grande forme. Une grande forme humanoïde qui doit mesurer un peu plus que 6 pieds. Et celle-ci s'approche tranquillement vers toi. Et tu commences à reconnaître un individu, un humain a priori, chauve, à la barbe longue et pointue, vêtu de vêtements de la même couleur que les couleurs de l'Empire, encore une fois, une espèce de mauve, une espèce de violet, quelques brodures dorées ici et là, une espèce de grande toge dont tu ne peux pas apercevoir l'extrémité du bas, comme si celle-ci s'étendait à l'infini, comme si toi-même tu te rendais compte que tu marchais sur sa toge depuis le début, que cette forme accidentée, c'est comme les replis des vêtements de sa toge. Et à mesure qu'il s'approche, à mesure que tu as l'impression de le voir flotter en direction vers toi, il se gratte un peu le menton. C'est à ce moment-là que tu aperçois, comme j'avais mentionné auparavant, ces très longs ongles pointus sur lesquels tu peux apercevoir des petits dessins arcaniques qui te disent pas grand-chose encore. Tu es trop jeune pour comprendre le sens donné de ces symboles-là. Et ce vieil homme-là au regard creux et au nez très grec, là, c'est vraiment ça casse et ça tombe, est rendu à côté de toi du haut de sa stature. Tu le fixes et tu as quasiment l'impression de pas te voir dans un miroir, mais d'avoir comme une vision sur le passé de ta famille. Puis sans trop jouer avec la temporalité de la chose, là, c'est sûr que à partir de ce moment-là, c'est devenu ce que je voulais être. OK. Les vêtements, le style, l'apparence, la façon de parler, la posture. OK. À prendre et à laisser, là. Oui, le modèle. Oui. Et justement, lui, il se tient droit comme un pic. C'est vraiment comme une balle de fer. Il pourrait se pencher, t'as l'impression qu'il va casser s'il se penche vers toi. Donc, il reste tout droit et penche la tête vers le bas, où tu peux apercevoir dans le fond, entre ses paupières, un mince filet noir, laissant sous-entendre le creux de ses yeux et l'obscurité totale est comme un puits sans fond. Et il te murmure: tu es sûr que tu étais prêt à me rencontrer, Alphonse IV de la fine plume? Non, mais qui ne risque rien à rien. Et de toute façon, le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. C'est sûr qu'au moment où tu dis ça, il prend ses longs doigts avec ses longs ongles, puis il commence à se passer le bout des ongles au travers de sa barbe, donnant l'impression que c'est comme s'il y avait presque comme un petit animal qui se promènerait à l'intérieur de sa barbe. Ça fait des petites vagues qui descendent. Il fait intéressant. Et dis-moi, Alphonse, que comptes-tu faire de ceci? Et il attire son doigt, il tire son bras, et il va juste piquer le bout du livre de son ongle avec un petit tac. Dans la crainte que le livre disparaisse, je me garoche dessus. Je saute, puis je ramasse le livre, puis je le prends de lui, tu sais. Comme si je faisais pas encore tout à fait le lien.
Dans ma tête, le livre était pas habité par quelqu'un. Le livre était vivant, tu sais. Puis je le prends, puis je le garde contre moi, puis je le regarde. D'étudier. Devenir plus fort. Assez fort pour qu'on arrête de rire de moi. Assez fort pour qu'on me craigne. Tu vois, à ce moment-là, tu peux presque apercevoir, à travers son visage très ridé, un sourire qui se dessine. Et tu reconnais cette expression comme un sourire parce que justement, elle va à l'encontre du reste de ses rides qui pendent vers le bas, alors que ça, c'est vraiment un coin de bouche qui lève vers le haut. Et il te dit oui. Faire peur, apporter la crainte à autrui, c'est une force dangereuse. Car au-delà de pouvoir partager et faire vivre cette peur, il faut être capable de poser les actions qui ont préalablement engendré cette peur. Tu comprends, Alphonse? Oui. On me l'a expliqué dans les savantes stratégies militaires. L'intimidation ne vaut rien si on ne punit jamais. Exactement. Si on ne punit jamais. Et... sais-tu qui je suis, Alphonse? Sais-tu pourquoi je t'ai permis de prendre ce livre sur l'étagère de ton père? De ton père qui, à mes yeux, ne méritait pas vraiment que je m'y attarde. Puis la peur se transforme en joie. Je me régale que quelqu'un puisse critiquer ouvertement mon père. Vous êtes... moi? Il a un air pensif, encore une fois, son sourire reste là. Il fait c'est intéressant, je pourrais l'être en quelque sorte, oui. Tu pourrais devenir éventuellement la personne que je suis. Montrez-moi comment. Oh, patience, jeune homme. Cela s'apprend avec le temps. Cela s'apprend avec la pratique et la volonté. Et un jour, lorsque tu auras appris assez et atteint une certaine maturité, autant ici, tu vois qu'il te pointe comme le cœur. Il dit, mais surtout ici. Puis là, on s'attendrait logiquement à ce qu'il pointerait ta tête, mais il te pointe le bout des mains. De ces deux ongles. Et que tu auras la capacité, mais aussi la volonté de me libérer de ce livre. Je crois que tu seras capable de devenir ce que je suis. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi puissant que vous peut être prisonnier ici? Et t'as presque l'impression qu'il y avait comme le goût de soulever ton impertinence. Mais il semble se retenir. T'as presque l'impression de sentir une certaine irritation qui se transparaît non pas par ses traits, mais plutôt par les ondulations qui se forment dans sa toge et qui se forment sous tes pieds. Alors t'as l'impression d'être comme presque sur un mini tremblement de terre, où ça se met comme à bouger sous tes pieds. Il te regarde, il te dit Alphonse, tu sais, parfois il faut volontairement il cherche le bon mot pour être sûr de ne pas se compromettre non plus, là. Volontairement, disons, prendre une certaine retraite de certains événements pour revenir en force par la suite. L'important, c'est de faire preuve de patience. Et crois-moi, avec le nombre d'années que j'ai passé à l'intérieur de ce livre, nous disons qu'un instant de patience est déjà une victoire. Eh bien, dans mon cas, j'ai déjà remporté la guerre. Attendre quelques années de plus, le temps que tu sois prêt, ce n'est rien pour moi. Je suis déjà prêt. Montrez-moi ce que vous avez à me montrer. Déjà prêt. Et tu vois qu'à ce moment-là, ses yeux se plissent. Je vais te demander, Alphonse, de me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. On va mourir dans le passé.
J'ai de sauvegarde de sagesse. Mon dé, ça y tentait pas. 20, pas naturel. Ouais, pas naturel. Tu le vois plisser les yeux. À ce moment-là, au moment où il plisse les yeux, tu as l'impression d'apercevoir des constellations dans le creux de ses orbites qui se mettent à s'illuminer. Comme si, justement, il émanait de ses capacités magiques. Et pendant une fraction de seconde, pendant une fraction de seconde qui, pour toi, veut absolument tout dire, tu as été capable de lui résister. Tu as été capable de venir chercher un potentiel à l'intérieur de toi qui sommeille et que cet individu devant toi ne veut que stimuler. Et pendant cette seconde-là, tu as été immobile devant lui, résistant à peu importe ce qui s'apprêtait à te frapper. Et tout de suite après, cette seconde-là qui pour toi aurait pu durer 100 ans, qui pour toi est l'équivalent justement d'une victoire à la guerre, tu te retrouves de nouveau dans ta chambre, mais propulsé comme si quelqu'un t'avait poussé. Et tu te sens soulevé sur le sol, depuis le sol, revoler vers l'arrière, fracasser une ou deux de tes, on va dire une ou deux de tes bibliothèques. Tu t'es enseveli sous des livres. Tu as vraiment été comme si tu avais été projeté par une force invisible. Tu as la douleur qui t'envahit, comme si tu venais d'avoir un choc électrique qui te passait bord en bord du corps. Et au moment où tu te relèves, tu te rends compte que tu saignes du nez. Tes yeux te font mal, te piquent. Mais tu as quand même été capable de résister le temps d'une seconde. Et devant toi, alors que tu reprends un peu conscience, tu vois dans le livre, il est marqué le nom. Bathyméus. Je vais regarder le tome, je vais essuyer le sang du revers de ma main. Puis je vais juste lever le poing dans les airs, je vais partir à rire. Victoire! Je suis libre. Puis à ce moment-là, probablement que j'imagine une transition où on voit le sourire d'Alphonse qui se dessine sur un Alphonse IV beaucoup plus vieux et endormi comme s'il était plongé dans un rêve plaisant aux possibilités incroyables. Et on se retrouve dans cette caverne où toi, Nayru, tu es réveillé et à tes côtés, il y a un petit grain blanc au regard perdu. Définitivement, il n'est plus en contrôle de ses pensées, de ses actions. Et une voix féminine te parlait. Et elle te disait, pour reprendre un peu ce qu'elle a dit, elle te disait, si tu veux, je peux remplacer ta déesse Utis, si tu veux bien croire en moi. Qui êtes-vous? Toi, elle te dit, viens, Nayru, je veux te montrer quelque chose. Et tu vois Grain Blanc commencer à se promener et à sortir de la faille. C'est dans le fond de la faille, pas la faille de la ville, mais la faille où est-ce que vous êtes. La faille dans la faille. Faille, oui, exactement. Faille. Est-ce que tu le suis? Est-ce qu'on se parle par télépathie? Oui. OK. Je bouge pas. Je lui dis... Attendez. Je ne vous suivrai pas tant que vous ferez du mal à mon ami. Laissez-le partir. Tu vois, Grain Blanc se tourne vers toi. Encore une fois, le regard vide, ses antennes virevoltent à gauche et à droite. La voix te dit oh, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, elle, faut cœur tendre. Tant que tu écoutes ce que je te dis, Grain Blanc ne craint rien. Mais si tu hésites trop, si tu décides de réveiller tes amis, et tu vois, à ce moment-là, tu as l'impression de comme voir la tête de Grain Blanc tourner dans une position qui ne se peut pas, définitivement. Attendez, je vous suis, arrêtez.
Je vous suis. Dernier regard à Osnan, Youbel, puis à Alphonse qui dorment. Soupir. J'y vais. Parfait. Question technique. Alphonse. Oh! T'avais fait alarme. Yes, I did. Si quelqu'un sort, est-ce que ça le fait aussi? Laisse-moi vérifier. Je dois vérifier. Je ne sais pas. Je l'avais pas oublié, inquiète-toi pas. Moi, oui. Non, parce que lorsque je l'ai lancé, je peux désigner des créatures qui ne déclencheront pas l'alarme. Et j'ai désigné les membres de mon groupe pour éviter qu'ils aient à faire leurs besoins dans la faille de la faille. Un peu autour de vous qui dorment, là. Ah, c'est ça, je me suis dit, gars, si tu vas aller fumer une clope, vas-y. Je suis un magicien permissif, là. Ouais. Pas contrôlant pantoute. Parfait. Dans ce cas-là, ça ne te réveille pas. Donc, Nairu, tu suis Grain Blanc et vous partez les deux ensemble. Je vais probablement demander à Francis et à Félix d'enlever leur écouteur, s'il vous plaît. GG. Puis attends, Francis, tu m'entends encore? Je vais faire ça pour te dire de remettre tes écouteurs. Je vais faire un mouvement de bras, un X avec mes mains. Parfait. Donc, Nairu, tu suis Grain Blanc, ou tu suis plutôt l'entité qui s'occupe de l'esprit de Grain Blanc actuellement. Tu vois qu'elle t'amène dans un dédale dans les souterrains. Elle te pose pas vraiment de questions. Est-ce que tu lui parles ou est-ce que tu attends vraiment qu'elle te dise quelque chose ou tu lui poses des questions? Pas un mot, rien. Là. Depuis qu'elle a menacé Grain Blanc, c'est sûr que comme je vais tout faire pour acheter la paix, tu sais. Parfait. Tu suis, elle t'emmène à gauche et à droite. Et de temps en temps, à un certain point, tu vois Grain Blanc arrêter. Les antennes virevoltent, comme si la créature réfléchissait, comme si l'entité réfléchissait. En continue de tirer, de tourner à gauche et à droite. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. Ça va être un jet de survival. « 13. C'est assez. Tu serais capable de revenir sur tes pas sans problème. C'est dans le fond, tu serais capable de retrouver le chemin qu'il te fait prendre. Présentement, tu t'es dit, OK, chemin gauche-droite. Là, tu te dis, OK, mes amis sont situés dans telle direction. Je serais capable de revenir en cas de pépin. La créature continue son manège comme ça pendant quelques secondes. À un certain point, elle s'arrête face à un mur où tu peux apercevoir encore une fois des fresques qui représentent des gens du passé, les visiteurs. Tu penses voir peut-être des elfes. Tu vois des tricrines qui transportent des blocs de pierre, des choses comme ça. Et la créature, ou plutôt Grain Blanc, avance devant le mur. À ce moment-là, tu entends la voix dans ta tête qui te dit c'est tout de même surprenant de voir votre groupe ensemble au sein d'un même empire. C'est comme ça que vous l'avez appelé, bien sûr. Oui. Mais selon ces fresques, ce n'est pas la première fois qu'en cette ère, des peuples différents cohabitent. Effectivement. Là, t'as une voix la voix devient très grave soudainement, alors que il y a comme 3 points en suspens qui suivent définitivement. Et la voix très grave dit « Et c'est bien malheureux. » Puis à ce moment-là, tu vois dans le fond, Grain Blanc lever sa petite patte de tricrine et la déposer sur le mur, à un endroit précis où tu te rends compte que il y a vraiment comme un trou, un espace pour pouvoir mettre des empreintes d'un tricrine. C'est comme vraiment seulement les doigts insectoïdes d'un tricrine qui peuvent pénétrer là, à cet endroit-là. Et tu entends une espèce de... Et tu vois le mur commencer à descendre tranquillement, révélant un passage qui descend encore plus profondément.
Et t'as la voix qui dit de nouveau. Je crois que ce passage mène à un endroit que votre ami Youbel a nommé la tombe. D'accord. Suivez-moi. Tu vois le tricrine grain blanc qui commence à descendre en bas. Bien. Je suis parce que, tu sais, clairement, à ce moment-là, je me serais encore ostinée pour qu'elle libère, l'entité libère Grain Blanc, mais tu sais, l'hésitation de faire comme elle va-tu encore plus le blesser ou quoi que ce soit, enfin, c'était ça un peu le comme, puis elle va suivre. Tu suis Grain Blanc, les deux, vous descendez dans un escalier étroit de pierre qui n'a pas vu homme qui vivent dans le fond, marcher sur ces escaliers-là depuis des centaines d'années. Sur les murs, tu aperçois des fresques beaucoup plus détaillées, représentant des corps qui sont transportés dans le dit souterrain dans lequel vous avancez, d'où le nom de la tombe. Et soit ces corps sont jetés à l'intérieur d'un puits d'où ils vont se décomposer en créature. Ils vont pas se décomposer en créature, plutôt ils vont se décomposer pas en squelette, mais plutôt comme sous une forme de masse, sous une forme d'un liquide. Et tu vois que ça donne l'impression comme s'il y avait... Ça fait l'effet d'une piscine, en quelque sorte. Ou du moins d'un lac qui serait constitué de ces restes-là. Et tu continues à descendre avec Grain Blanc. Et à ce moment-là, Grain Blanc, un point, arrête de descendre, devient immobile, se tourne vers toi et te dit de sa voix, encore une fois la voix féminine dans ta tête, te dit: j'aimerais vous offrir une dernière chance, Nayru, suivante d'Utis. Oui, nous avons présentement plusieurs personnes qui suivent nos préceptes et nous avons de plus en plus de suivants à mesure que les jours passent. Mais je crois qu'il serait pertinent d'avoir des gens de votre talent comme vous, ainsi que vos amis au sein de notre regroupement. Et je pense qu'une fois que vous seriez maintenant avec nous, vous allez pouvoir retourner vers chez vous et annoncer la bonne parole de notre retour. Je veux seulement vous offrir une dernière fois la possibilité d'accepter ce rôle que nous vous offrons. Et si je refuse? T'entends, à ce moment-là, t'entends un bruit qui provient plus profondément du bas de l'escalier. Vous n'avez pas terminé de descendre. T'entends comme si quelque chose se déplaçait dans un liquide. Ça fait une espèce d'effet de... comme quelque chose qui nagerait. Ça fait... Eh bien, si vous refusez, ce sera bien sûr la mort. Pour qui? Pour vous tous. Et qu'est-ce que cela implique comme relation entre vous et moi? Eh bien, je crois, de ce que j'en comprends, ou du moins de ce que je vois avec les discussions que vous avez, ainsi que ce que je peux ressentir depuis la surface, je crois que vous n'allez pas rester dans les environs très longtemps et que c'est fort possible que vous vous dirigiez vers un endroit qui se nomme, je crois, l'Oasis. Qui sait? Nos plans sont extrêmement changeants ces temps-ci. Tentative d'humour. Nayru est en panique. J'aimerais que vous soyez mes yeux dans cette oasis. Et si vous faites cela pour moi,
Je libère Grain Blanc. Et lorsque je serai revenu de l'Oasis, est-ce que je serai libéré de mes fonctions? Encore une fois, tu entends l'espèce de truc qui se déplace dans l'eau ou dans un liquide plus bas. Bien sûr que oui. Tu peux me faire un jet de insight, s'il te plaît. 9. C'est très difficile présentement dans ton état de panique actuel de concevoir si ce que la personne te dit est sincère ou non, surtout que ça provient dans ton esprit. Tu n'as pas d'expression faciale qui vient avec, rien de ça. Il te dit mais je veux m'assurer, bien sûr, que vous n'allez pas me trahir au dernier tournant. Donc je ferai preuve de bonne foi. Si vous faites ce que je vous demande, je vous jure, et je le jure sur la tête de tous mes enfants, que je laisserai votre continent de l'autre côté de l'azur en sécurité. Et mon groupe? Et l'Empire? Je ne peux pas assurer la sécurité de l'Empire au complet, mais je peux assurer la sécurité de votre groupe. Vous allez pouvoir quitter la ville sans problème si vous me faites confiance dès maintenant. Et ce, jusqu'à mon retour de l'Oasis. Bien sûr. Alors notre entente est conclue. À ce moment-là, t'entends quelque chose monter l'escalier. Et tu vois Grain Blanc, ses yeux redeviennent noirs, comme si justement il reprenait conscience un peu de sa fragilité, de sa conscience. Il fait une espèce de petit... Nairu, où est-ce que nous sommes? Et t'entends quelque chose grimper l'escalier comme quelque chose qui rampe, qui lève un pied à la fois. Ça semble très difficile, c'est très flasque, c'est très lourd. Et t'aperçois une forme enroulée dans une espèce je dirais une espèce de couverture. Ça peut être un espèce de mélange de bandelette aussi, avec du tissu qui lui recouvre la tête, qui fait l'effet d'un capuchon. Une grande créature humanoïde très rachitique, très très maigre, qui te regarde du bas des marches, va tendre une main, une de ces longues mains d'où tu peux voir des doigts, 4 doigts osseux, très maigres, qui sont vraiment aucune chair autour de l'os, là. Ça pourrait comme être presque directement à l'os. Tendre une main et du bout, dans le fond de son poignet, tu vas apercevoir une espèce de petit verre avec t'en as déjà aperçu avec des petits côtés ressemblant un peu à 1000 pattes, des petits plein de petits picots, des petits bouts piquants. Et ce petit verre-là tombe sur le sol et commence à grimper frénétiquement les marches jusqu'à toi. Je regarde Grain Blanc dans les yeux, je la grippe par les épaules. Puis je fais juste lui dire: ce n'est rien, mon enfant, ce n'est rien. Retourne te coucher, tout va bien. Je retrouverai mon chemin, mais ne regardez pas derrière vous. OK. Grain Blanc ne réagit pas. Tu vois qu'il te regarde puis il est dans plus confus autre chose. Il fait je ne comprends pas ce qui se passe. Et la créature, le petit ver, grimpe et arrive à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix de l'accepter, je peux pas rien faire d'autre. Mais je veux juste que Grain Blanc s'en aille de là. OK. Fait que tu fais comme c'est ma priorité en ce moment. Tu le pousses vers le haut. Je le pousse vers le haut pour être comme la plus proche du verre. Pour être sûr que le verre, mettons, se trompe pas puis qu'il se ramasse dans lui, mettons. OK. Le Grain Blanc monte les marches sans vraiment comprendre ce qui se passe.
Et au moment où tu le pousses, tu te vires peut-être un peu la tête en faisant comme Gremlin, tu monte les marches. Et c'est à ce moment-là que tu as une douleur très sourde, très aiguë dans l'oreille, au moment où est-ce que tu sens cette espèce d'objet visqueux te pénétrer l'orbite. Pas l'orbite, plutôt l'oreille, le canal auditif. Et soudainement, tout de suite après, plus aucune douleur. Ça a vraiment été très soudain. Et tu es toi-même, ça va très bien. Il n'y a pas de... OK. Il n'y a rien qui se passe. T'es pas t'es pas zombie, t'es pas sur un effet quelconque. Et la voix te dit, c'est un marché. Et je tiens la part de mes marchés. Vous savez, comme on dit, et là, bien sûr, la voix n'est plus féminine. Approchez-vous d'un dieu, et ce dieu se rapprochera de vous. Et tu vois la créature du bas des marches reculer tranquillement. Reculer et disparaître dans l'obscurité. Nairo va retirer l'amulette du tissu qu'elle a autour du cou. Oh! Il va la laisser dans les marches. Puis il va juste dire, nous nous reverrons. Gardez cet objet pour moi. Puis elle s'en retourne. Elle s'en retourne dans la petite pièce. Parfait. Aïe, roller coaster d'émotions à devoir souffrir de même. Ça avait l'air facile. Oh. T'allais prendre un petit verre d'eau. Un petit pique-nique. Naru, au moment où tu reviens dans votre petit bunker personnel, Grain Blanc comprend pas plus ce qui se passe. Il va se coucher dans un coin un peu confus. Il te pose pas de questions, définitivement. T'as pas l'air d'avoir la tête à ça non plus. Et est-ce que tu fais quelque chose en attendant le réveil de tes compagnons? Techniquement, elle a quand même besoin de son long rest. Fait qu'il faudrait que quelqu'un prenne le tour de garde suivant. Mais ça serait peut-être le tour à Youbel qui avait l'air de dire que lui, ça ne dérangeait pas. Oui, absolument. C'est ça qui se passe. Parfait. Tu réveilles Youbel, il lève la tête, fait hein? Ah ouais, c'est moi, c'est mon tour. Il se lève debout, il pogne ses affaires, il tire son arc, il met son fil. Puis il dit dormez, Nairo, je m'occupe jusqu'à la matinée. Puis il s'étire un peu les muscles. Tu te couches, tu dors, entre parenthèses, tu médites comme un elfe. Et le reste du temps passe. Au petit matin, j'imagine que Osnan, t'es le premier à ouvrir l'œil après avoir dormi un solide 12 heures. Là. Ouais, c'est ça. T'as les yeux un peu croûtés de ta nuit. Je peux-tu peser sur long rest? C'est ça, tu vas snoozer encore un peu. Oui, tu peux peser sur long rest. OK. Vous pouvez tous peser sur long rest. Parfait. Tu te réveilles, t'es le premier à te réveiller. T'as Youbel qui est accoudé à un coin, il te regarde, il fait bien dormi. Après les dernières heures qu'on a passées, j'aurais bien dormi n'importe où. Quelque chose à signaler, quelque chose de... Non, c'est le point mort. Votre petit ami Gablan avait bien raison. C'est un endroit, somme toute, assez tranquille, sécuritaire. Oui. Puis, tu vois, Youbel commence à faire le tour, puis il commence à réveiller les gens. C'est juste une petite tape de pied, là. Alphonse, tu te fais donner un petit coup d'un côte, là, pour te réveiller. Puis, c'est très classique gars qui a vécu un peu trop longtemps dans les souterrains, puis qui oublie un peu les bonnes manières, là. Je vous ferai payer cette... Je vous ferai pendre. Bon matin, je présume. Tout le monde serait... oui, en quelque sorte, je crois. Puis il lève les yeux, il regarde le sol. Il peut imaginer quasiment, il met comme
Tu sais, une niaiserie, les mecs, une feuille dans une flaque d'eau, ça tourne, puis il fait comme, ah oui, c'est le matin. C'est un rôdeur. Les rôdeurs. Ouais. Oui, c'est le matin. C'est le matin. Ça a été une grosse journée. Une grosse journée. Puis... C'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez aller voir vos alliés, les centaures, ou discuter avec Léon le Fauve? J'imagine que ce n'est pas une réelle proposition. Là. Je crois qu'il y a dans les profondeurs quelque chose de très puissant qui pourrait nous venir en aide. De quoi vous parlez, Alphonse? OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, dans nos précédentes excursions, nous avons eu vent que une force très ancienne sommeillait ici. Peut-être pourrait-elle prendre parti pour nous, contre Ramal Soul. Nous avons les insectes qui ont prouvé leur valeur au combat. Ils nous doivent bien quelque chose. Tout le monde nous doit quelque chose. Les centaures, les insectes. Et moi, je vous dois quelque chose à vous, Yubel. Et qu'est-ce que vous me devez vraiment? Vous nous avez sauvé la vie. Et je vous ai subtilisé un parchemin que malheureusement je ne serai pas en mesure de vous remettre. C'est sûr qu'à ce moment-là, ses yeux s'agrandissent un peu là, de surprise. Puis il fait « Ah, c'est vous, là. Et c'est vous qui avez pris ce bout de papier-là. » Oui, rappelez-vous, vous m'en avez donné l'autorisation, mais je vous ai d'abord subtilisé. Oui. Bref. Oui. Osnan, Nairo, qu'en pensez-vous? Je pense que nous avons pris beaucoup de temps à nous faire allier avec les centaures et que ceux-ci, malgré tous les efforts possibles, ne seraient probablement pas confortables dans les souterrains. Si nous voulons profiter de cette jeune alliance au maximum, nous devrions aller les rencontrer. Ils vont quitter en direction de l'oasis. Vous sembliez être assez réticente à vous y rendre. Est-ce que votre avis a changé pendant la nuit? Oui, en fait. Je suis désolée pour mes comportements des derniers jours. Je n'étais pas en paix avec moi-même et il semble qu'une certaine maturité, malgré mon grand âge, ait fait son apparition tout récemment dans ma vie. Nous en voilà ravis. Mademoiselle Neko, je veux dire, tout nous a surpris depuis que nous sommes arrivés dans l'affaire, alors ne vous en faites pas si nous avons tous été, je crois, un peu sur nos gardes, l'un envers l'autre, de toute façon. Mais pourquoi vous voulez pas aller à la mer de Sable? Vous êtes vous cherchez partout, vous posez des questions partout. Vous êtes la personne la plus curieuse que je connaisse, avec Alphonse, bien sûr. Mais pourquoi reculer devant l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau? Je veux dire, surtout que, de ce que je comprends, on n'est plus vraiment les bienvenus ici. Eh bien, la réponse courte est que un des peuples qui se retrouve au-delà de la mer de Sable, je les connais plutôt bien. Et ce ne serait pas une grande découverte pour moi d'aller les rencontrer. Nos relations sont plutôt tendues, mais je suis prête à mettre tout cela de côté pour le bien de la faille et des gens qui y vivent. Et c'est qui? Ce sont des elfes. De la lointaine parenté, qui sont plutôt liés au soleil, tel que moi je suis lié à la lune. Vous voyez déjà d'où peuvent naître les frictions. Eh bien... Ben, les deux sont dans le ciel. C'est un cycle continu. Vous avez raison, mais... Ouais. Ça vous unit, non? Désolé. J'aime votre poésie, Osnan, et je crois que je m'en inspirerai pour tolérer le long voyage qui s'en vient devant nous.
Désolé, je connais pas beaucoup de choses sur les elfes mais sachez que je serai là pour vous protéger comme d'habitude. Et moi avec vous, envers vous. Bref, merci, Oslan. Eh bien, je crois que nous venons tout juste de prendre une décision. Et il s'en avère qu'il s'agit d'une très sage décision. Parfois, il faut volontairement prendre une retraite de certains événements pour revenir ensuite, plus fort, avec de plus nombreux alliés. De ce que vous connaissez de ces elfes, pensez-vous qu'ils nous prêteraient main forte afin de renverser le pouvoir corrompu en place ici? Non. Absolument pas. Par contre, ce ne sont pas les seuls habitants de cette oasis. Il semble y avoir d'autres centaures. Une des têtes pensantes est bien sûr un elfe solaire. L'autre est un centaure aussi, si je ne me trompe. Je crois que c'est ce que Mogadam nous avait dit. Du moins, il semble partager le pouvoir. Oui, excuse-moi. En fait, juste vous dire, en fait, Mogadam, vous avez nommé 2 personnes. Il y avait Nitolaos, un elfe, et Vael Volatis, un génésie de feu. C'est ça. Des humanoïdes ressemblant aux humains, mais avec associés à un élément. Oui. Alors, même si, de mon souvenir, les elfes solaires ne semblent pas apprécier la compagnie d'autres personnes qu'eux-mêmes, s'ils tolèrent la présence de centaures sur leur terre et de génésie pour partager le pouvoir, tout semble se pouvoir dans cette oasis magnifique. La question maintenant, c'est de savoir comment on sort d'ici. Est-ce que Grimblin est toujours avec nous? Oui. J'essaie de le réveiller d'un petit coup de botte, là. Il fait allô? Dites-moi, Grimblin, est-ce que vous et votre peuple seriez en mesure de nous mener à l'extérieur, en dehors des voies les plus fréquentées? Je peux vous mener jusqu'à l'extérieur de la ville, oui. Il y a des tunnels naturels qui sont des fissures rocheuses qui mènent jusqu'à l'extérieur des fondations de cette cité. Excellent. Allez-y, Nairo. Je me demandais simplement si une de ces tunnels tombait directement près de la tente des centaures. Il fait oui, tout est possible, mais si vous me permettez un conseil, je crois que avant de vous lancer dans cette aventure, il serait pertinent que vous ayez l'équipement nécessaire. Puis tu sais, Yubel à ce moment-là rattrape la balle puis il fait effectivement, puis il est comme en train d'arranger son arc là, super badass, puis comme effectivement que c'est pour ma part, j'ai pas peur de la facilité que je peux avoir à trouver de la nourriture et autres, mais vous ne semblez pas être très équipé à traverser la mer de sable. En effet, mais ces centaures ne doivent le respect et la protection. Ils seraient sûrement en mesure de nous fournir les vivres. Et puis, comment voulez-vous que nous allions... Pardon, je vous ai coupé. Allez-y. Non, c'est correct. Allez-y, je vous écoute, Nairo. Non, je disais seulement qu'aller au marché à ce moment avec les têtes que nous avons et le prix sur nos têtes est un peu un prix élevé pour une poignée de fruits séchés. En effet. Mais c'est à vous de voir. Je veux dire, on peut partir comme ça et espérer tomber sur une caravane marchande sur la route qui serait prêt à nous vendre de l'équipement contre autre chose. C'est autant on peut dire qu'un désert est un endroit mort, autant ce désert-ci est tout de même rempli de vie. Il y a des habitations, il y a des gens qui ont construit des petites communautés ici et là. Pas tous sympathiques, on s'entend, mais il est toujours possible de rencontrer des gens sur la route qui pourraient nous offrir gîte et nourriture. Bref, des gens à l'extérieur de cette ville. Grablan, on a bien les tricrines nous en doivent une, non? Exactement. Ils ont probablement quelque chose au moins pour nous permettre de faire une partie du voyage. Il semble avoir accès à beaucoup d'eau. Je crois que l'eau est une denrée rare de toute façon. Dans le désert, ça serait déjà toujours ça de gagner. Si vous voulez, nous pourrions aller voir mon peuple
dès maintenant et voir ce qu'il est possible de faire. Une question, Grimblanc. La dernière fois qu'on a quitté ton peuple... En fait, la dernière fois qu'on vous a vu, vous êtes parti à la fuite et on n'a pas entendu parler de vous pendant quelque temps. Comment tu prévois notre accueil? Bien. Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement? Non, c'est... Vous vivez dans le passé, monsieur la tortue. On appelle ça avoir de la mémoire, petit insecte. Non, Et on se souviendra qu'on a mis nos vies en danger pour sauver vos semblables. Vous voulez avoir accès à cette eau ou non, 4? Oui, mais je veux aussi que les faits soient rétablis. Alors, ce que nous pouvons faire, si vous voulez, nous pouvons aller voir mon peuple. Nous voyons ce que nous pouvons faire. Et ensuite, je vous conduis jusqu'à la sortie de la ville où vous allez rejoindre les centaures. Magnifique. Excellent. Est-ce que ça va pour vous aussi, Ostad? Oui, bien sûr, allons-y tout de suite, maintenant. Parfait. Puis c'est sûr que Grimblanc s'approche de toi, Ostad, puis il te prend une main, là. Il te prend comme dans ses petites mains insectoïdes, il te prend une de tes grosses pattes reptiliennes, puis il te tapote un peu le dessus de la main, là. Puis il fait « Rien ne sert de ramener les souvenirs du passé. Vivez dans le futur ou dans le moment présent. Profitez. » Puis il te tape un petit peu la main. Puis il te lâche. Puis il s'en va comme marcher pour prendre le lead si vous suivez ce petit tricrine. On suit le guide. Grimblanc, coach de vie. C'est ça sa job. Vous suivez Grimblanc, il rouvre la marche, il oubelle la ferme à l'arrière, son arc sorti. Vous êtes situé entre les deux. Et de nouveau, vous commencez à vous enfoncer à l'intérieur de ces souterrains menés par ce petit tricrine. Vous avez presque l'impression de reconnaître certains couloirs qui vous fait traverser. Durant peut-être une vingtaine, 30 minutes, et presque au bout de 45 minutes, pas loin d'une heure, vous arrivez de nouveau dans cette espèce de couloir naturel et dont vous avez déjà traversé auparavant pour rejoindre la base des tricrines qui se situait à l'intérieur d'une fissure située dans la terre qui descendait. Et au moment où vous arrivez à cette fissure-là, vous voyez les antennes de Grimblanc faire des espèces de moves, des déplacements très, très agressifs, très spontanés. Ça bouge beaucoup. Puis il se tourne vers vous et vous pouvez pas voir d'expression faciale dans son petit visage insectoïde, mais il vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Que voulez-vous dire? Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas présentement. Nous devrions... Puis tu vois, il continue à faire bouger ses antennes, puis il fait « Normalement, je devrais les sentir. Je ne sens personne. » Peut-être sont-ils simplement ailleurs? Je devrais au moins sentir les larves, qui ne sont pas encore des enfants, mais je ne sens personne. Je vais utiliser un sort lumière pour éclairer le marteau de guerre d'Osnan, si tu me le permets, Osnan. Bien sûr. Restez sur vos gardes. Le pire s'est probablement produit ici. Nairo, je vais m'approcher de toi. Si les choses tournent mal, essayez de ne pas trop le traumatiser, détournant son regard. Bien sûr. Très bien. Je vais plonger On s'entend peut-être l'urgence, là. Je vais plonger directement avec la lumière que... Parfait. Fait que tu descends très rapidement à l'intérieur de la crevasse. Et les autres, vous le suivez ou vous attendez en haut? Ouais, on suit.
Moi, je vais suivre un peu plus lentement avec Grain Blanc, sachant que tous les deux, on a vision nocturne. Okay. Même si on n'a pas le marteau, comme ça va bien. Là. Puis je vais y prendre la main s'il me le permet. Bon, oui, bien sûr. Sinon, tu descends. Tu descends tous les mètres te séparant, en fait, jusqu'à la base. Et au moment où tu arrives sur le sol, ton marteau devant toi illuminé, tu reconnais, dans le fond, ces alcôves creusées où habitaient les différentes espèces. Cet endroit très étroit tout de même, où tu te sentais un peu étouffé. Et déjà, tu ne trouves pas de corps, ce qui est positif. Il n'y a pas comme un massacre de tricrines à l'endroit. Mais il n'y a rien. Rien pantoute, là? Il reste, tu vois qu'il reste seulement quelques outils derrière, mais tout ce qui est présence, que ce soit des armes ou certains instruments, les alcôves sont vides. Ce qui pouvait être utilisé, des espèces de résidus qui pouvaient être utilisés comme base de lit ou autre, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a aucune âme qui vive présentement dans ce tunnel. On a vidé l'endroit. Votre peuple est nomade, n'est-ce pas, Osnan? Non. Ah! J'en apprends sur vous à tous les jours. Bon. Mais qu'espérais que vous pouviez me renseigner. Croyez-vous qu'ils se sont sauvés, déplacés? Laissez-moi voir. J'aimerais ça peut-être faire un jet de survie ou faire un jet d'investigation pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, ça va être un jet de survie, s'il te plaît. Il y a une quelconque façon que je peux l'appuyer en investiguant les traces avec lui quand il me pointe des choses. Ouais, cool. Ça peut être un teamwork ou est-ce que je vais te donner l'avantage, Osnan? Ok. Je vais prendre l'avantage. Du bas. Mon plus haut résultat, 7. Ok. Tu vois tout de même sur le sol une multitude de traces de tricrines qui partent dans tous les sens, mais t'es pas capable de comprendre un semblant de sens à tout cela. Il y a des traces par terre. Oui. Oui. C'est de la roche. Il y a des alcôves. Il pointe des choses. Nous sommes sous la terre. Je suis désolé de mon parasite d'une meilleurette. Non, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire hier, Osnan. Ne vous en voulez pas. J'imagine que je suis rendu en bas de l'escalier avec... Rendu en bas de la crevasse avec Grain Blanc qui lui-même fait... Mais où est-ce qu'ils sont partis? Ils m'ont laissé derrière. Voyant l'incertitude de Nairou dans la réponse, si tu réponds pas, Alphonse va répondre. Fait que je te laisse quand même une chance. Non, vas-y. Je vais m'asseoir devant le petit tricrine. Il est plus petit que nous, hein, right? Il est minuscule, là. Il fait comme un 3 pieds. Je vais me mettre à genoux devant lui. Écoutez, Grain Blanc. J'ai toujours eu pour mon dire qu'il ne servait à rien de mentir, même aux enfants. Votre peuple vous a en effet abandonné. Mais c'est fort probablement pour une bonne raison. Ce n'est rien contre vous. Vous n'êtes pas assez important pour qu'ils prennent la fuite. Je suppose qu'une menace ici s'est présentée et qu'ils ont dû quitter promptement. Comptez-vous chanceux que vous n'étiez pas parmi eux. Y a-t-il quelque chose de valeur ici, des vivres que nous pourrions prendre afin de poursuivre notre périple? Tu vois, pendant quelques secondes, il y a un silence. Là, ses antennes sont immobiles. Puis vous pouvez comme entendre des gouttelettes d'eau qui suintent le long des parois rocheuses. Puis il fait... oui, il y a des poches que vous pouvez prendre. C'est situé dans les alcôves les plus élevées pour les adultes. Il y a à l'intérieur de l'eau d'accumulation qui se font sur la pierre avec le temps. Vous pouvez les prendre et les refermer. Mais il faut faire attention, c'est quand même très glissant. Nous sommes habitués avec nos corps insectoïdes, mais ça peut être, pour vous, ça peut être un peu plus risqué. Si vous avez des gourdes, vous pouvez les remplir. Si ça ne vous dérange pas, je vais... Puis vous voyez qu'il se penche, puis il s'en va comme dans une des alcôves où, genre, habituellement, il dorme, puis il se met comme un petit bonhomme, puis il dit « Je vais les attendre ici. » Je vais m'approcher de lui.
Je lui tends ma main. Afin qu'il mette la sienne à l'intérieur. Toi qui te regarde, puis il dépose sa petite patte insectée dans le creux de ta main. Vous nous avez rendu un fier service, Grimblanc, à de nombreuses reprises. Considérons maintenant que vous faites partie de notre famille. Et puis je vais me pencher proche de lui, dans le but d'y murmurer quelque chose, mais tu sais... c'est juste que ça soit plus proche. Ouais, que ça soit comme vraiment, ouais. Qu'il n'y ait pas personne qui capte les ondes, puis je veux dire... Je vous promets que je ne vous abandonnerai jamais. Ok, ses antennes hochent de la tête, là, ça fait comme un... Il se baisse, puis il se relève, puis il dit... Fort bien, comme j'ai dit à votre ami Osnan, rien ne sert de vivre dans le passé. Il faut vivre le moment présent et le futur. J'ai maintenant une nouvelle famille. Puis il sort de la petite alcôve, puis il se remet debout du haut de ses 3 pieds. Puis c'est très proactif, là. C'est une espèce qui veut pas vivre dans la survie, là. Fait que ça peut pas commencer à se complaire dans des émotions de tristesse au quotidien, là. Donc il va les vivre plus tard ou il va les vivre intérieurement. Puis il dit vous pouvez ramasser les poches d'eau et pour ma part, je vais fouiller un peu, voir si je ne trouve pas des choses utiles. Je vais quand même juste faire signe, puis je vais demander s'il y a quelque chose qui le représente lui individuellement. Est-ce qu'ils ont un dialecte, une écriture? Mon but, c'est de pouvoir laisser une marque à l'aide de prestidigitation ou de faire un dessin dans la pierre pour montrer on est passé, là. Comme ça, s'ils reviennent, ils vont le voir, ils vont le savoir, tu sais. Grimblanc was here. 2 minutes. Oui. Mais tu vois que si ton but c'est de faire ça, tu vois que lui, il comprend le but puis il voit aussi l'intérêt. Fait que il va comme tu vois qu'il s'approche la tête d'un des pans de mur, probablement à l'endroit où il y a son alcôve personnelle où il dort, puis il va juste comme se frotter les antennes sur la paroi de mur et tu peux comme apercevoir si on veut des petits de la petite poussière qui est un peu en quelque sorte sa trace personnelle d'insectes que tu reconnais comme plus au contact de la peau entre eux pour se reconnaître entre eux selon l'espèce et selon aussi l'individu personnel. Puis il dit si quelqu'un revient, il va savoir que j'étais ici il n'y a pas si longtemps. Fascinant. Vous ne pouvez pas faire ça, vous? C'est moins recommandé en public. Ah. Grimblanc, je veux dire, c'est votre village ici, c'est votre endroit où vous vivez, non? Mais c'était l'endroit où je vivais maintenant, plutôt. Oui. Quand avez-vous un endroit où vous réfugiez quand il y a un danger? Est-ce que vous avez un endroit où, normalement, tout le monde s'en va quand il y a une menace qui arrive? Non, il n'y a jamais eu de menace ici vraiment dangereuse pour nous. Nous vivions au quotidien avec les dangers naturels des souterrains. Disons que ça a changé tout récemment, mais nous n'avions pas vraiment encore de plan B, comme vous dites. C'est donc je pensais avoir une idée, moi. Mais je crois qu'ils sont encore en vie, que nous allons peut-être les revoir un jour, qui sait. Oui, mais j'y compte également. J'ai une franche discussion à avoir avec ce bois de sève qui nous a abandonnés, nous, et vous abandonnez, vous. Mon Dieu, mais Alphonse, vous vivez dans le passé. Oui, je vis dans le passé. Oui. Je vais mettre ma grosse patte sur l'épaule d'Alphonse. Ça va. C'est bon. C'est un enfant. Oui. Mais ça reste un insecte. Il a dit... Les cultures que vous ne comprenez pas ne sont pas pour autant moindres. Alphonse? Évidemment, non. Est-ce que c'est l'impression considérez-vous Osnan comme un animal? Lorsque l'on m'assène un coup derrière la tête pour me faire taire, cette pensée me traverse l'esprit. De toute façon, nous devons ramasser des vivres. Je ne considère personne d'inférieur. Ne croyez pas que mon sang noble m'a perverti l'esprit. Personne n'est inférieur. Personne n'est supérieur non plus.
c'est bien beau, tout ce blabla, mais on n'est pas venu chercher des choses. Et voilà. Est-ce qu'il y a simplement de l'eau ici dans ces alcôves? Mais si vous voulez, je peux vous demander à tout le monde, en fait, de me faire, s'il vous plaît, un petit jeu d'investigation, si vous voulez commencer à fouiller l'endroit pour trouver des choses et d'autres. Du moins, selon ce que Grimblanc vous a dit, vous pouvez avoir l'équivalent de environ peut-être, je vous dirais, je vais regarder pour être sûr. Quelqu'un lancez-moi un des 6. Vas-y, Nairo. Un simple des 6. Okay. 2. Vous avez l'équivalent d'environ 2 jours d'eau plein pour tout le monde. No, that's great. Que vous pouvez comme remplir dans vos gourdes, que vous pouvez mettre dans ces espèces de pochettes qui ressemblent en fait à des... Ça ressemble presque à comme une espèce de peau très fine, comme ça serait comme, on va dire, des résidus justement de tricrine, comme ça serait comme de leur propre chair qu'ils utiliseraient pour faire comme ces espèces de peaux-là fermées. Des mus? Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est exactement comme des mus. C'est des mus, c'est littéralement des mus qui ont comme utilisé après pour mettre de l'eau dedans. Puis vous voyez que ça vous fait des belles poches que vous pouvez mettre dans vos sacs à dos et tout ça. Ça semble assez solide a priori, mais c'est très glissant. Si je détecte le moindre dédain venant de Nairo par rapport à la poche de Mu, je vais la regarder sarcastiquement, je vais dire: les cultures que vous ne comprenez pas vous dérangent, Nairo? Non! Bien sûr que non. Je vais demander de me faire, s'il vous plaît, ceux qui veulent un jet d'investigation, si vous voulez fouiller l'endroit. Ouais, un beau 3. 10. Cool. 10. J'ai roulé 3, puis j'ai eu 10. Merci beaucoup. Je voulais juste braguer avec mon plus 7 de modificateur. Merci. Vous ne trouvez rien qui soulève réellement un quelconque intérêt, sinon peut-être des javelots, si jamais vous voulez en prendre, qui sont faits comme avec un bois très sec. Il y en a peut-être 3-4 qui traînent dans un coin. Ben oui, si absolument tu veux les prendre, Osnan, il n'y a aucun problème. Prenons ces javelots. Vous remarquez qu'ils ont vraiment tout, ils ont tout pris, ce qui semble être utile, et ils sont partis. Vous trouvez aucune arme, sauf Grimblanc. Ils ont laissé Grimblanc derrière parce qu'il est inutile. Mais ils ont vraiment laissé aucune arme spécifique, tricrine, cool, badass comme Nairo sur elle. Et une fois que vous êtes prêts, vous voyez Yubel qui vous dit bon, ben je pense qu'on peut y aller là. Je pense que vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez vos poches de mu et on peut partir. Parfait. Et Grimblanc reprend et il dit je vais vous mener jusqu'à l'extérieur de la ville par les fissures. Parfait. Vous suivez. Oui, est-ce que tu allais dire quelque chose, Nairo? Pas du tout. Okay. C'était un signe d'approbation. Ok, c'est un signe d'approbation. Désolé. Je vis des choses. Oui, j'imagine. Vis pas dans le passé, ça sert à rien. Ouais, la fissure. Toujours tout le moon. Vous partez avec Grimblanc qui vous mène encore au travers cette fois-ci d'un dédale de passages très étroits, très difficiles d'accès qui semblent avoir été creusés spécifiquement pour des tricrines. C'est très accidenté, à la limite peut-être dangereux à certains endroits, très glissant. Vous devez vous accrocher, vous devez monter, descendre, ramper sur le sol à certains moments. Osnan, tu as vraiment beaucoup de difficultés à traverser. À certains points, tu défonces un peu certaines parois là, en bougeant. Là, tu fais juste... Ça te détruit dans le fond derrière et devant certaines choses. Désolé. Et au bout de quelques peut-être 1h30, presque 2 heures de ce chemin-là, très difficile, très accidenté, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, vous sentez soudainement une vague de chaleur qui vient vous frapper à la figure et de loin devant vous, vous apercevez une éclaircie, une lumière qui provient de l'extérieur, qui émane depuis une fissure dans la pierre.
Et Grimblanc étant le premier à sortir, vous le suivez rapidement et vous vous retrouvez effectivement à l'extérieur de la cité, au rebord, probablement que c'est comme des espèces de rochers qui servent de fondation aux parois, aux murs de certains segments de la cité qui tiennent encore debout. Et vous êtes vraiment à l'extérieur, vous entendez de l'autre côté de ces murs-là les gens qui jasent et qui discutent à l'intérieur de ce gigantesque marché vivant. Vous êtes au beau milieu du désert, mais aux abords de la cité ainsi que d'une paroi rocheuse d'où vous êtes émané par les fissures. Et vous êtes vraiment sur le sable chaud. Est-ce qu'on peut apercevoir Mogadam, les centaures, la tente? Tu vois que c'est comme vous êtes comme disons un contre-coin. C'est comme si vous étiez comme un autre segment de la cité. Il faudrait juste que vous avanciez, que vous tourniez le coin, puis vous arriviez comme à la porte de sortie, si on veut, de la cité, où il y avait aussi les tentes en soi. Fait que, à moins que vous dites le contraire, puis vous commencez à piquer une course vers le sud pour aller rejoindre les marécages de Osnan, je prends en considération que vous allez faire le petit contour, puis que vous en allez voir Mogadam et les autres. Au passage, afin de t'en informer, je vais incanter armure de mage. Parfait. Puis pour le lore, pendant toute notre marche jusqu'à la tente, Nairou a, encore une fois, sorti les vêtements qu'elle a achetés à Alphonse en se demandant quand est-ce qu'il va les porter. Et à ton grand étonnement, je les porte. Puis je range mes vêtements les plus impériaux à l'intérieur de ma besace, de mon sac. L'Empire n'est plus ce qu'il était. Je ne suis pas certain que je veux être rattaché à Léon le Fauve ici. Et le crème vous va à ravir, mon cher 4. C'est ça? Ouais. C'est genre beige? Crème. Ouais, c'était crème. Je vais quand même utiliser prestidigitation pour faire apparaître le symbole de mes armoiries ici en mauve. Mais je peux pas couvrir ça. Puis il faut que je le refasse à toutes les heures. Mais fiez-vous sur moi qui va le faire. Oh, je te crois. Pour les personnes qui écoutent présentement l'émission en vidéo, je vais le dire aussi pour les personnes en audio, et personne ne l'a remarqué, mais j'étais sur le point de prendre une gorgée de chandelle. Je me suis comme trompé. J'avais ça doit puncher, ça, on va te le dire. J'étais sur le point de prendre une gorgée de chandelle. La chandelle a la même shape que ma tasse. Fait que ça aurait pu être allumé. Ça aurait pu être allumé. Je l'aurais fait le saut. Merci. Maintenant, ceux qui écoutent en audio le savent. Puisque vous êtes rendu à l'extérieur, ce n'est pas Grimblanc qui prend le lead, qui prend les devants. C'est qui mène le bal jusqu'à la tente? Probablement moi. Ouais, Osnan. Osnan, ouais. Parfait. Que si j'arrive à la tente, c'est moi la première personne qui voit. Oui, absolument. Osnan, tu marches avec... tu marches dans le sable, une espèce de sable épais et profond dans lequel tes grands pieds s'enfoncent, balayés par le vent. Tu contournes, suivi de tes compagnons, tu contournes le coin de la cité, cette espèce de segment rocheux qui fait le tour de la cité et qui est aussi une excroissance de cette gigantesque chaîne de montagnes qui se trouve derrière vous. Et au moment où tu tournes le coin, ce que tu vois au loin devant toi, c'est les restants d'un campement. Tu vois la tente de Mogadam qui a comme été saccagée, déchirée en morceaux. Tu vois des armes plantées dans le sol, comme des flèches, des lances qui ont été projetées, qui sont plantées sur le sol. Tu penses peut-être voir aussi quelques corps, mais il faudrait que tu t'approches pour être sûr. Là, je suis à quelle distance? T'es peut-être c'est quand même loin, c'est juste parce que c'est comme c'est plat, ça se voit très loin. Ouais, t'es peut-être à une centaine de mètres, là. Ok. Ben, je suppose que je suis pas le seul à voir ça, là, vu qu'on est tout en groupe, là. Fait que je vais me retourner puis je vais faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il semble y avoir eu quelque chose qui s'est passé ici. C'est de notre devoir d'investiguer, je crois. Qu'en pensez-vous? Yubel, il fait... Mais aussi de notre devoir de rester en vie. Yubel hoche la tête, il fait...
Je suis d'accord avec Nairou là-dessus. C'est notre devoir de rester en vie. C'est peut-être un piège, mais en même temps, effectivement, que ça se vaudrait la peine d'au moins jeter un coup d'œil à qu'est-ce qui serait l'origine de ce combat. Laissez-moi y aller en éclaireur. Restez à une distance quand même. Pas très loin, mais... N'essayons pas d'avoir l'air du groupe que tout le monde est à la recherche. Ne vous en déplaise, mon cher ami. Vous êtes une montagne de carapace et de muscles. Mais voyons, je passe inaperçu partout. Je crois qu'il y a longtemps que vous avez vu votre reflet dans une mare. Je peux peut-être... À ces mots-là, Nairou va... Ah. Je peux peut-être prendre les devants. J'ai changé mes accoutrements et... J'ai la capacité de communiquer à distance, je vous rappelle. Oui, et l'immense marque mauve qu'il y a sur votre chandail. Je passe ma main puis elle disparaît. Pratique, n'est-ce pas, la magie? Je vous apprendrai. Nairou va lui donner son foulard. Nairou va lui donner son foulard en faisant fi de cette remarque. En disant comme, couvrez votre visage et votre tête. Juste au cas. Puis vous voyez que je suis pas trop métagamer, là, puis prendre trop de temps en solo sur cette patente, mais les réactions d'Alphonse par rapport à vos recommandations depuis qu'on a eu le talk dans la tente de Mogadam sont drastiquement différentes. I'm still a dick, mais au moins j'écoute. Fait que je prends le foulard. Moins envers nous. Ouais, c'est ça, exact. Vous êtes dans le club select des gens que j'écœure moins. Fait que je vais prendre le foulard puis je vais m'enrober la tête puis comme un bédouin puis je vais partir en direction du campement. Puis pendant qu'Alphonse quitte, j'aimerais juste prendre un moment pour m'intéresser à ce que vit Grain Blanc. Est-ce qu'il va souvent à la surface ou c'est genre une première dans sa vie? Tu te tournes vers lui et tu vois qu'il est comme... Il a pas les yeux rivés vers le campement. Il a les yeux rivés vers l'infini du désert. Puis il a comme les bras un peu en forme de croix. Puis tu l'entends comme probablement te murmurer dans ta tête. Oh, c'est venteux. Faut pas oublier que Nairou est anthropologue puis elle capote sur toutes les nouvelles espèces qu'elle va rencontrer. Fait que c'est comme... Puis tu sais, j'imagine qu'ils vont avoir un petit échange. Genre, mais comment vous sentez-vous? Il semble être surtout très surpris de tout ce qu'il justement ressent physiquement présentement. Tu sais, il y a rien au-dessus de sa tête, il vente, c'est éclair, il y a du sable dans la face. Puis genre, il voit jusqu'à perte de vue là. Tu sais, il y a l'infini devant lui. Là, fait que tu sais, il est surtout comme en mode de surprise et il est pas très proactif à ce qui se passe autour de vous là. Quand même, il l'a pas remarqué. C'est ça, puis Nairou va peut-être aussi redevenir un peu genre Nairou, puis il va se concentrer beaucoup sur ce moment-là et peut-être un peu moins être focus sur ce qui se passe au niveau de la tente. Parfait. C'est une petite parenthèse. Pendant que je marche, voyant que Nairou se concentre sur le scarabée, je vais dire oui, évidemment, la bénédiction divine ne viendra jamais pour moi, elle va toujours être pour le petit mille-pattes. je me botte du sable, puis je m'avance en direction de la tente. Est-ce que tu essaies d'y aller comme de manière stealth? De manière subtile? Ben, si une telle chose est possible, mais tu sais, c'est plat. Si j'ai le choix entre furtif mais suspect, oui, puis pas furtif mais pas suspect, je vais prendre pas furtif puis pas suspect. OK. Fait que ça va être pas subtil, pas furtif. Pas subtil, pas furtif, pas smart. Pas suspect, pas smart, c'est 100$. Il s'en va en bougonnant puis en piquant le sable à tout bouchant. Fait que tu avances tout bonnement jusqu'au campement, jusqu'au reste de la tente. Tu vois les lances sortir du sol. Tu vois des flèches aussi. Tu te rappelles pas d'avoir vu les centaures avec des arcs. Définitivement, ça provient d'ailleurs. Ça semble aussi avoir été tiré depuis une certaine hauteur. Ça tombe comme vraiment en ligne droite sur le sol. Tu vois le corps de peut-être 2-3 centaures qui ont été criblés de flèches ou qui ont été percés au flanc par des lances. Et tu vois aussi entre les centaures le corps de peut-être une dizaine, une quinzaine d'enfants de dragons qui portent dans le fond les bracelets de Ramalsoul.
Et tu peux comprendre que ça a été le moment, à partir du moment où est-ce que l'alliance entre Ramasul et le Fauve a été comme officialisée, ça a comme été aussi le moment de nettoyer un peu les autres forces dirigeantes de la faille ou les têtes fortes justement qui représentaient un agent chaotique dont Mogadam. Mais comme tu peux le voir de ce que tu perçois, définitivement, la majorité des centaures ne sont pas là. Tu peux voir dans le sable les traces des sabots qui s'éloignent au travers dans le désert, comme s'ils ont eu le temps de fuir, de revenir, de chasser quelques sang de dragon et de repartir afin d'éviter la suite des représailles. Je vais ramasser les armes centaures puis les amener sur les carcasses des centaures. Puis si je trouve des toiles ou autre, je vais m'assurer de leur donner un minimum de sépulture. Là. Mais je ne ferai rien de tel pour les Dragonborn. Parfait. Peux-tu me faire un jeu de perception, s'il te plaît? And you die. 11. Pendant que tu places les couvertures sur les centaures, que tu installes certains endroits, à un certain moment donné, tu as comme un clignement dans tes yeux parce que tu es aveuglé par quelque chose. Ça arrête, ça recommence, ça arrête, ça recommence, comme si tu regardais le reflet du soleil dans une lame. Et tu comprends qu'il y a comme quelqu'un qui te fait signe à l'horizon, probablement derrière un rocher, avec un miroir ou quelque chose de genre là. Tu vois vraiment le soleil, tu vois une lumière, la lumière arrête. Puis dès que tu te retournes en direction de cette lumière-là, elle recommence. T'sais, dès que tu te retrouves, dès que tu es face à la provenance de cette lumière-là, ça recommence. Est-ce que mon groupe a continué à avancer tranquillement dans ma direction? Vous êtes restés à 300 mètres, à 100 mètres? Je pense qu'ils sont restés assez... c'était là, c'était ça. Ils sont restés là, ouais. Cool. À défaut de ne pas passer inaperçu, je vais utiliser prestidigitation pour faire une valse d'étincelles mauvâtres. Juste pour comme essayer de signaler que je suis toujours en vie. Puis je vais partir en direction de la lumière, qui j'imagine est à l'opposé de mon groupe. Absolument. Ben ok. C'est bien fait, Donjon Dragon. Fait que m'en vas-tu pas y aller? Parfait. Fait que nous, on le voit partir, c'est ça? Oui, vous le voyez s'éloigner. Il a fait un signe, il a fait apparaître comme une petite lueur mauvâtre dans le ciel. Puis vous voyez partir en direction du désert, en direction de rocher plus loin. Je crois qu'il nous a fait signe de le suivre. Allons-y. Je le crois aussi. Vous suivez, Yobel aussi acquiesce. Grimblanc, il réagit tout simplement pas. Il tient la main de Nairou puis il fait juste comme suivre sans grande résistance. Pendant qu'on marche, Alphonse va enlever son foulard, il va le donner à Nairou, il va faire donnez-le au petit, il y a personne qui a vu Tricrine ici sûrement, il pourrait être en danger. Cachez-le. Vous avez raison. Puis on va en mitoufler Grimblanc. Comme un petit bonhomme de neige. Bon, vous l'emmitouflez, ça a l'air d'être un taco sur deux pattes qui marche, là. Il fait juste comme se promener à gauche et à droite. Ça te va mieux à toi qu'à moi. Il fait merci, Osnan. Au moment où est-ce qu'Alphonse, tu atteins peut-être à la mi-distance de la lumière, ou du moins du reflet du miroir, celui-ci arrête et tu vois sortir derrière le rocher un centaure. Un centaure que tu reconnais comme étant Zemek. Je vais utiliser message pour lui communiquer. Alphonse IV de la fine plume. Nous sommes venus vous rejoindre. Vous avez été attaqué? Il te répond très brusquement et de manière très courte. Mais arrêtez d'utiliser ces sortilèges avec nous, bon sang. Puis, il finit par comme sprinter, rejoindre ton niveau. Puis il fait, on va se parler face à face. Hein. On n'est pas des sauvages. Parce que oui, Non. pour eux, la magie c'est sauvage. Évidemment, je voulais simplement m'assurer qu'il s'agissait de vous. Je vous offre mes sincères sympathies pour vos
camarades tombés au combat. Ah, ils sont morts au combat si ils ont eu une mort toutefois assez honorable vu la circonstance de l'attaque. Nous étions en train de dormir. Il faut être lâche pour attaquer un campement aussi tranquille que le nôtre à l'orée de la ville et espérer pouvoir ainsi aussi gagner, car comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus à être tombés que nous. Évidemment, vous êtes très fort. Vous releviez d'un combat et vous-même vous avez pris les armes. Vous avez toute mon admiration, Zemek. Merci, petit homme. Qu'est-ce que vous avez fait pour rendre l'endroit aussi tendu à la faille pour que nous nous fassions attaquer par les enfants de dragon qui nous laissaient tranquilles depuis notre arrivée? Le problème, c'est justement que nous n'avons absolument rien fait. On nous a mis un fardeau sur les épaules, un crime, notre nom. Quelqu'un a forgé une alliance pendant notre absence. Et ils ont décidé de s'en prendre à tout ce qui bouge, en commençant par ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire vous. Eh bien, Mogadam et le reste de la troupe sont partis à l'Oasis et j'ai eu comme consigne de vous attendre une journée, voir si vous alliez finir par apparaître avant de partir à mon tour. Je crois que ça sera bientôt à votre tour de forger des alliances qui pourront écraser vos ennemis. Ne vous en faites pas. C'est notre objectif. Je vais tendre la main vers le centaure. Okay. Il te la serre, sa grosse patte gigantesque. C'est d'une main immense. Les autres, vous finissez par rejoindre le groupe. Zemek te jette un regard, Rosnan, un petit hochement de tête, du genre « Hey, c'est vrai, faut qu'on se tape sa gueule la prochaine fois qu'on se voit, mais ça sera pas là. » Puis il vous regarde, vous tous, c'est-à-dire vous trois, plus Yubel, plus Grimblanc. Puis il se tourne en direction de l'infini du désert. Il vous dit il faut partir maintenant. Il faut profiter de la journée avant que la température tombe trop bas. Lors de la soirée, avec un peu de chance, nous allons pouvoir arriver à peut-être trouver une couverture pour la nuit. Une grotte ou quelque chose. Vous estimez notre voyage à combien de temps? Tu sais, quand tu dis ça, ses pattes de centaure se mettent à comme taper un peu sur le sol. Là. C'est sûr que pour des centaures, ça va plutôt assez vite, je dirais. Nous sommes capables de rejoindre l'Oasis en moins d'une semaine. Mais vous... Difficile à dire, c'est rare que je marche avec des bipèdes. Je vois. Et... Vous croyez que nous rencontrerons notre premier endroit où se reposer avec des victuailles potentielles dans combien de temps? Là, à ce moment, tu demandes ça, puis il fait une drôle de face, puis il dit vous ne vous êtes pas promené souvent dans un désert, je crois. Je viens d'un endroit qui se nomme le mer de sable. Le mur d'azur. Alors, oui. Oui, voilà. Donc, c'est un peu l'inverse. Nous ne manquons pas d'eau et nous avons très peu de moyens de nous sécher. Eh bien, voyez-vous, ça sera une surprise pour la route, disons. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais nous manquons de vivres, je pourrais toujours vous manger. Puis à ce moment-là, il se met à rire. C'est d'un rire quand même assez sincère de centaure cannibale. Alors que il jette un coup d'œil en direction de cet infini désertique se trouvant devant vous, vous séparant entre la ville de la faille à l'oasis, qui sera peut-être, je dis bien peut-être, votre salut pour la suite. Et nous allons arrêter la partie sur ça, ce soir. C'est passé beaucoup de choses. Dang! Oh oui!
Dang! Encore des surprises. Toujours des surprises. C'était pas écrit dans le pamphlet. Ça disait faille, 5 étoiles, lieu chaleureux d'accueil, une nouvelle vie vous attend. Entrée laveuse sécheuse. On ne s'attendait pas à ça. 4,5 avec vue sur le sable infini. Encore une fois, merci aux personnes qui nous ont écoutés pour cette partie de, en quelque sorte, c'est une partie de transition parce que j'ai l'impression, du moins si vous êtes d'accord avec moi, le groupe, que présentement nous finissons comme un segment et nous en commençons un autre. Oui. Parce que l'ambiance va changer du tout au tout. Nous passons de souterrain et aventure urbaine à quelque chose d'un peu plus sauvage dans un désert jusqu'à une oasis. Je considère qu'on est comme l'embarque dans un tout autre vibe. Je trouve ça très excitant. Merci encore aux personnes qui nous ont écoutés, qui nous encouragent. Je vous conseille fortement aux personnes qui écoutent présentement cette vidéo d'aller vous abonner. C'est important. De liker notre page Facebook. Si jamais vous voulez être Patreon aussi, parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe là dans le prochain épisode, sur quel monstre ils vont tomber dans le désert, ben faites-le maintenant. Vous pouvez pour un maigre $6 par mois. Ça va nous permettre à pouvoir continuer cette partie-là le plus longtemps possible. Et à vous, mes joueurs adorés, encore une fois, merci de vous prêter au jeu. C'était très cool, c'était plaisant. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.